Strength training versus stretching for improving range of motion, a systematic review and meta-analysis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une méta-analyse notamment menée par, il me semble, Brad Schoenfeld, non, il n'est pas là-dedans, non, il l'a juste relayé. Et à quoi ça s'intéresse? Eh bien, c'est quelque chose qu'on entend depuis un petit moment, qu'on voit passer, c'est finalement l'entraînement musculaire serait, en musculation, serait tout aussi efficace qu'un entraînement de stretching pour augmenter la souplesse de façon générale. Et du coup, je ne l'ai pas fait pour certaines méta-analyses là, mais là je pense que c'est pertinent d'utiliser l'outil Hamster 2 pour faire la review, parce que l'outil Hamster 2 permet d'évaluer la qualité des méta-analyses, et là en l'occurrence, eh bien, ça me semble intéressant parce que c'est quelque chose qui, même si on le voit passer depuis un moment, qui peut quand même être contre-intuitif, un peu sujet à controverse. Donc c'est bien d'évaluer la qualité des méta-analyses quand c'est quelque chose qui n'est pas, comme je dirais, exploratoire. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as une méta-analyse qui te dit « Ah, ça pourrait peut-être aller dans ce sens-là », moi je vois pas trop l'intérêt de se dire de faire une review très très critique, machin, etc. Parce que c'est quelque chose qui est plutôt dans le style, on va pas s'en servir comme une preuve, mais plutôt comme un outil pour se dire, ah tiens, on pourrait un peu creuser dans cette direction-là. Donc à moins d'être un chercheur, si tu es juste intéressé par le phénomène, je pense que tu peux garder ça dans un coin de ta tête et pas vraiment avoir besoin de faire une review très critique, même si ça peut être intéressant, hein, je dis pas du tout l'inverse. Maintenant, quand on est sur quelque chose où ça doit te prouver, que vraiment tu peux l'utiliser comme un argument, là je pense que c'est intéressant. Donc j'ai fait l'évaluation via l'outil Hamster 2 et par la formation, pardon, expliquée par la formation de Mathias Soulol que je te recommande. Et qu'est-ce qu'il dit cet outil Hamster 2? Eh bien, ça te permet en fait de voir si l'étude a des failles critiques ou pas. Et elle en a une. Mais dans l'ensemble, il y a 15 items, d'accord, non, 16 items, pardon. Elle répond bien à tout, sauf, et c'est ça là où c'est problématique, sauf au risque de biais, c'est-à-dire que quand ils discutent quand ils sont dans la discussion, ils ne parlent pas du risque de biais, mais ils en parlent avant, etc., etc. Ce qui me fait me dire que l'évaluation, je l'ai peut-être, mal faite. C'est-à-dire que je reste totalement ouvert à ça, que j'ai pas vraiment vu qu'ils ont discuté dans la discussion, mais ça peut très bien être lié à moi qui ai mal compris ce qu'ils ont dit dans la discussion. Et c'est peut-être que la revue, le questionnaire en fait s'attend à des termes bien précis, etc. Euh, ou pas en fait. Peut-être qu'il ne s'attend pas à des termes bien précis et que moi je me suis attendu à des termes bien précis dans la discussion. Mais je voulais toujours te dire que elle a été revue comme low quality, donc de basse qualité. Cependant, je pense que elle est quand même très correcte dans la façon dont elle a été menée et je pense qu'on peut quand même être relativement serein, peut-être pas serein, mais confiant dans l'interprétation. C'est mon avis, tu es tout à fait en droit de ne pas être d'accord, mais au moins tu sais pourquoi est-ce que je le dis. Bref, en fait, grosso modo, hein, je vais te la résumer, te la faire simple, ils ont trouvé que oui, effectivement, le stretching, ça avait à peu près, hein, le même impact que l'entraînement en résistance. Après, il y a de l'hétérogénéité, pardon, dans les résultats, mais c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre parce que les conditions diffèrent, les individus diffèrent, etc., etc. Euh, c'est difficile en fait de dégager vraiment quelque chose de très clair des étirements parce que c'est
peut dépendre de plein de facteurs qui vont jusqu'à la température de l'endroit. Donc voilà, il peut y avoir pas mal d'hétérogénéité, mais on trouve grosso modo des effets équivalents. Ce qui est intéressant, et c'est là où j'ai envie un petit peu de parler, un petit peu d'extrapoler, ils en parlent un petit peu, hein, mais je vais aller un peu plus loin. Ils te disent, oui, en gros, on ne sait pas si ce sont vraiment les mêmes effets entre stretching et entraînement en résistance. Il n'y a eu que comparaison, donc entraînement de musculation, à stretching. Mais on ne sait pas finalement, véritablement, si ce sont les mêmes effets ou si ce sont des effets différents qui pourraient potentiellement rentrer en synergie si on les bossait à côté et qui, comment dire, sont à peu près la même magnitude. Ouais, voilà, à peu près la même magnitude. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Pour ma part, je pense que les effets du stretching et de la musculation sont à peu près similaires. Dans le sens où bah, ça te permet d'aller en fait à des endroits, enfin d'aller à des amplitudes que tu tolères mieux. Et je pense que même sur l'aspect mécanique, parce que moi je suis plus partisan de la théorie sensorielle, c'est-à-dire que en gros on pourrait aller à l'amplitude qu'on veut de base, enfin une amplitude plus grande plutôt que celle qu'on a de base, mais en fait notre système nerveux nous retient parce qu'on a de la douleur, parce que, etc., etc., et qu'on apprend au fur et à mesure en fait à aller plus loin, que c'est de la technique finalement, la souplesse. Je suis plus partisan de cette théorie-là, mais je reste ouvert à la théorie mécanique aussi, c'est-à-dire bah, véritablement on a des choses qui s'étirent, hein, qui prennent de la longueur. Et il semblerait que effectivement les fascicules des muscles augmentent en termes de taille, donc il y a quand même ce côté un peu mécanique, mais je pense que la théorie sensorielle domine. Voilà. Euh, et ben, je pense que les deux, enfin le stretching comme entraînement en musculation, jouent sur ces deux aspects-là. Donc je pense que les mécanismes sont reliés. En revanche, le stretching passif, je pense, te permet quelque chose de moins que le stretching actif tel que tu le fais en musculation. C'est que, par exemple, typiquement, prenons un grand écart. Tu vois, si tu fais un grand écart en mettant tes jambes entre deux chaises ou sur le sol ou quoi que ce soit, et que tu laisses passivement l'étirement se faire, eh bien tu vas réussir à faire ton grand écart si jamais tu es capable de le faire. En revanche, si tu ne seras pas capable de lever la jambe de sorte à maintenir un grand écart. Or, moi je pense que l'entraînement en musculation te permet, ou en tout cas de faire travailler ça avec de la force, de faire travailler ça activement, ça te permet d'aller dans ces grandes amplitudes-là. Et donc c'est plus intéressant, à mon avis, que l'amplitude purement passive. Et si on rejoint la théorie sensorielle, eh bien on comprend que ce ne soit pas la même technique en fait. Et moi je pense que véritablement la technique qui est intéressante à avoir, c'est celle de pouvoir faire les choses activement. Parce qu'en réalité, être passif, bon, ça peut servir pour certaines figures, par exemple, voilà, mais c'est pas forcément le plus, comment dire, le plus intéressant. Et donc, ça voudrait dire aussi, voilà, ils le mettent ça dans la conclusion, et je trouve ça très intéressant, ben que si on veut augmenter la souplesse, peut-être que on pourra programmer plus intelligemment à l'avenir en mettant de la musculation euh, et pas et en enlevant des programmes de souplesse qui serviraient en fait que à faire doublon. Finalement, juste en mettant plus de musculation et un petit peu moins de stretching, même si on peut en garder du stretching, bah, ça serait potentiellement intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis sur ce, eh bien, je te dis, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pardon.